Bonjour à tous, dans cette vidéo pédagogique, nous allons effectuer un test ou si vous voulez, nous allons observer un défi qui consiste à regarder si les mégalithes, menhirs et dolmens sont disposés de manière aléatoire dans le paysage. J'ai suggéré à travers diverses vidéos et divers documents écrits, ainsi que d'autres auteurs qui l'ont fait avant moi et qui continuent de le faire, que ces monuments mégalithiques, dolmens et menhirs ne sont pas disposés de manière aléatoire dans le paysage, mais en suivant des principes géométriques clairement définis. Pour cette expérience, nous allons prendre un échantillon de 16 mégalithes dans un secteur géographique donné. Et nous allons comparer les positions de ces menhirs avec 16 monuments aléatoires qui a priori n'auraient aucun rapport avec la géométrie. Il s'agit d'antennes relais qui vont nous servir d'éléments aléatoires pour voir si, avec des objets tels que des antennes de relais, nous pouvons observer le même type de relation géométrique qu'avec des mégalithes. Bien sûr, un tel test nécessite un certain nombre de précautions. Nous devons définir le même nombre d'objets à étudier et étudier les mêmes figures géométriques. Et une dernière chose très importante, il faut que la précision des figures géométriques que nous pouvons tracer entre ces mégalithes ou ces antennes soit rigoureusement identique pour que le test soit concluant et que l'on puisse définir ou non si les mégalithes sont disposés par hasard suivant les principes que nous avons montrés, ou bien s'il s'agit clairement d'une intention des bâtisseurs de mégalithes. C'est parti! Nous allons donc comparer 16 antennes relais que vous avez ici sélectionnées sur un tableau, 16 antennes du réseau Orange, les antennes 4G, et nous avons étendu la carte jusqu'à ce qu'apparaissent sur la carte 16 antennes, exactement le même nombre que les 16 mégalithes que nous allons étudier. Les voici donc figurés sur la carte dans laquelle se trouvent les mégalithes. On peut les reporter sur Google Earth, c'est ce que nous avons fait. Voici donc maintenant ces 16 antennes sur Google Earth. Et nous allons comparer avec les 16 mégalithes que voici dans la même région. Ce que nous mesurons, c'est l'angle d'azimut. Qu'est-ce que c'est que l'angle d'azimut? Lorsque je trace une ligne entre deux menhirs par exemple, par rapport à l'axe est-ouest ici, je vais avoir un certain angle. C'est ce que nous allons mesurer. Nous mesurons les angles par rapport aux axes cardinaux, l'est-ouest et le nord-sud. Ces angles-là se révèlent être des angles de figure géométrique simple, par exemple un angle à 45 degrés et l'angle diagonal d'un carré. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que les mégalithes ne sont pas placés au hasard, puisque nous avons un grand nombre d'angles redondants, carrés, double carré, etc., qui permettent de relier les mégalithes, ce qui n'est pas le cas des antennes téléphoniques que nous avons sélectionnées pour faire un test avec un groupe placebo si vous voulez. Pour illustrer un peu mieux le propos, imaginons que vous regardez et que vous trouvez sur une carte un certain nombre de monuments qui sont indiqués par ces flèches et qui semblent être rigoureusement orientés sur une ligne droite. Vous ne diriez pas que ces monuments sont disposés au hasard. Maintenant, voici un autre exemple, avec des monuments qui visiblement semblent être disposés de manière aléatoire sur la carte. En y regardant d'un peu plus près, on observe tout de même qu'il semblerait que trois monuments sont alignés. Et en y regardant encore plus près, on se rend compte que tous ces monuments sont disposés sur une grille de 3 par 4, avec des monuments sur les coins ou sur les lignes des différents carrés. Évidemment, cela non plus ne pourra pas être considéré comme un fait aléatoire, il y aura bien eu une intention. Voici un autre exemple, avec des monuments disposés sur des systèmes modulaires, de grilles, de dimensions différentes cette fois-ci. Là encore, il sera difficile de dire que ces points sont disposés au hasard. Reprenons le même exemple, mais cette fois-ci non plus avec des points extrêmement précis, mais avec des cercles assez grossiers, et sur lesquels nous essayons de tracer la même géométrie que précédemment. Évidemment, on voit bien en traçant cette géométrie que les figures géométriques ne sont pas exactement calées au centre des petits cercles. Ici, clairement, il y a une surinterprétation où nous avons forcé le trait de manière à faire coïncider les carrés sur les points géométriques qui ont donc une grande marge d'erreur. Et c'est justement là qu'il faut faire attention et que le Zorro du web, animateur de la chaîne Passé Recomposé, s'amuse à déformer
le travail que je fais et que d'autres font, mais également, je dirais, à tromper son audimat en montrant que pour lui c'est très facile. Nous allons le voir, nous allons regarder les données qu'il publie, et nous allons voir si elles sont si précises que ça, et les comparer avec les mégalithes, car c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de comparer des choses identiques. Regardons maintenant la précision du travail de l'animateur de la chaîne passée recomposée. Il a tracé plein de carrés pour rejoindre les antennes. Ici, nous avons un grand double carré qui est sur la carte, ça a l'air à peu près bon, mais c'est zoomé en tout petit, donc on a du mal à savoir si c'est exact. Le seul moyen de savoir, c'est d'aller sur Google Earth. C'est comme ça que je procède pour vérifier. Donc nous allons aller sur Google Earth et voir quel angle il y a entre l'antenne de Châteauguay et l'antenne d'Orsay. Voici, c'est chose faite. Vous pouvez lire l'angle de 332 degrés 98, ce qui, ramené avec un angle de 360 degrés, nous laisse un angle de 27 degrés 02, alors que l'angle d'un double carré, c'est 26 degrés 56. Ici, on a un demi-degré d'écart, ce qui représente une précision d'environ 98%, ce qui est bien en dessous de ce que l'on observe avec les mégalithes. Donc ici, il y a clairement une déformation de la mesure de l'auteur qui nous montre un double carré alors qu'il n'y en a pas. Prenons d'autres exemples pour voir à quel point il a été imprécis et à quel point il a tordu les réalités comme nous l'avons vu dans l'illustration que nous avons fait tout à l'heure. Alors ici, nous sommes censés avoir un angle de 15 degrés 94 et nous avons 15 degrés 72. Donc on est encore une fois avec une marge d'erreur importante. Ici, nous devons avoir un angle de 36 degrés 87 et nous avons un angle de 36 degrés 62. Encore une fois, on tombe à côté de plusieurs mètres. Ici, nous devrions avoir 21 degrés 80 et nous avons 22 degrés 02. Encore une erreur très importante qu'on ne retrouve pas lorsqu'on étudie les mégalithes. Ici, nous devrions avoir un angle de 10 degrés 30, nous avons un angle de 9 degrés 88. Une marge d'erreur de presque un demi-degré. Ici, nous devrions avoir un angle de 30 degrés 96 et nous avons 31 degrés 72. Pratiquement 0,8 degrés d'erreur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, il n'y a rien de précis dans ce que l'animateur de la chaîne passée recomposée vous présente. C'est uniquement des tracés approximatifs. Regardons maintenant ce que ça donne quand on prend les mégalithes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus précis. Nous sommes ici au menhir de Beaulieu, près de Clermont-Ferrand. Nous allons donc tracer une ligne pour mesurer l'angle entre le menhir de Beaulieu, ici, jusqu'au menhir de Friedefond qui se trouve à plus de 20 km. Nous devrions trouver un angle normalement de 33 degrés 69 correspondant à la figure géométrique d'un rectangle qui vaut 2 par 3. Nous y rendons. Voici le menhir de Friedefond qui se trouve dans ce champ, au milieu des bottes de paille. Ici, vous avez le menhir dont on distingue l'ombre. Je pose mon fil dessus et je veux lire 213 degrés 69. En réalité, si j'enlève les 180 degrés, puisque nous partons du nord, il y a bien 33 degrés 69 exactement. Si j'avais 2 dixièmes d'erreur, comme on le voyait tout à l'heure, regardez où ça nous amène. 1 dixième d'erreur, on est là. Regardez, on est complètement à côté. Or, dans la vidéo de l'animateur de la chaîne passée recomposée, globalement, voilà le genre de précision qu'il nous propose entre là et là. Avouez quand même que c'est un petit peu grossier. Lui, le mégalith, c'est quand même pas un gros objet, c'est pas compliqué de poser le fil dessus. Continuons maintenant. Nous allons faire une autre expérience qui va revenir sur ce menhir de Friedefond. Nous allons aller voir le menhir de Champey qui se trouve ici. Le voici. Et nous allons voir que depuis le menhir de Champey, nous pouvons tracer une ligne qui rejoint le menhir de Friedefond et qui est fort intéressante. Retournons au menhir de Friedefond. Alors, on va retourner vers les bottes de paille. Le voici. Et qu'est-ce qu'on va lire si on vient se poser dessus ? 270 degrés. Ce qui veut dire que nous avons un axe est-ouest entre ces deux monuments. C'est quand même pas banal.
Revenons au menhir de Beaulieu tout à l'heure. Nous avons vu le menhir de Beaulieu. À proximité du menhir de Beaulieu, il y a un autre menhir qui se trouve ici, qui se trouve dans la zone commerciale d'Aubière. Et nous allons mesurer depuis ce menhir, qui se trouve ici. Vous voyez l'ombre du menhir, c'est une grosse pierre. Il a survécu au milieu de la zone commerciale, c'est un vrai miracle. Je me mets donc sur le menhir et je vais aller voir le menhir de Beaulieu qu'on a vu tout à l'heure. Nous allons trouver un angle de 30,96 degrés qui correspond à une figure de 3 par 5 que l'auteur a tout à l'heure, que l'animateur de la chaîne Passeur Recomposé a tout à l'heure tenté de montrer avec des antennes, mais en vain puisqu'on est tombé à près de 0,8 degrés à côté. Et alors on va se rendre sur cette pierre que voici et nous allons voir que nous avons exactement 30,96 degrés, la valeur exacte d'une figure géométrique de 3 par 5. Bref, vous le voyez, avec les mégalithes, on est quand même face à une précision qui n'a rien à voir avec les antennes. Et c'est là toute la différence, car lorsqu'on est précis, et que l'on fait des calculs de probabilité, il est évidemment beaucoup plus difficile d'arriver à une précision de 1 centième qu'à une précision de 1 cinquième. Vous comprenez bien qu'on a un rapport de 1 à 20. Et lorsqu'on cumule les rapports de 1 à 20 par erreur, eh ben, ça fait une sacrée différence de probabilité. Et nous avons un outil pour cela, puisque nous allons le voir, on a testé toutes les antennes, ce qu'aurait dû faire l'animateur de la chaîne Passé Recomposé, qu'il n'a pas fait, mais les tester avec la même précision que les mégalithes. Et nous avons un outil qu'il connaît très bien, puisqu'il l'a également, il l'a déjà téléchargé. Cet outil permet de tester, à partir des coordonnées GPS, une série d'angles, une série de points GPS, qui sont soit des menhirs, soit des antennes, et de comparer le nombre de figures géométriques que l'on retrouve, la précision, et une estimation de la probabilité de celle-ci. Coupons immédiatement l'herbe sous le pied à une fausse critique que je vois venir de la part de certains sceptiques. Lorsque nous mesurons les angles d'azimut entre deux points, il se trouve que, selon que je pars du point A ou du point B, l'angle est sensiblement différent. Pourquoi? Parce que la Terre étant sphérique, il y a une déformation des angles lorsque l'on travaille sur une géométrie sphérique, contrairement à une géométrie plane. De fait, lorsque j'observe un angle exact, par exemple entre le menhir de Beaulieu et le menhir de Fridefond, cela nous indique que le point de visée de la mesure a été fait depuis le menhir de Beaulieu. Si je prends dans l'autre sens, je peux avoir une déformation de quelques centièmes de degré à parfois 1 ou 2 dixièmes de degré selon la distance. Nous avons tenu compte de ce paramètre dans notre outil statistique. Mais ce qui est important de retenir, c'est que cela fonctionne sur une géométrie sphérique et que lorsque l'angle est exact, cela indique que la mesure a été faite de ce point de mesure. Venons maintenant à la question du choix des angles que nous allons rechercher. Pourquoi tel angle et pas tel autre? Les raisons sont multiples et reposent sur des choses très simples. La toute première, c'est l'observation. L'observation des systèmes mégalithiques permet de comprendre tout de suite qu'il y a des principes géométriques. Par exemple, le quadrilatère de Pruckeno est un quadrilatère de proportion 3 par 4. Il s'agit de deux triangles de proportion 3, 4, 5 que l'on a mis côte à côte pour former un rectangle. On observera ainsi, lorsqu'on étudie les systèmes mégalithiques, un certain nombre de figures géométriques qui sont redondantes. Comment peut-on détecter une présence redondante d'angles d'azimut entre des mégalithes? Tout simplement en faisant un très grand nombre de mesures entre les monuments. On va déceler des angles, et s'il y a une répartition qui est aléatoire, dans ce cas-là, on va avoir une répartition homogène comme vous voyez sur le graphique qui est ici. C'est-à-dire que globalement, pour chaque degré, on va avoir autant de cas où on va retrouver tel ou tel angle. En revanche, si les monuments n'ont pas été placés au hasard et suivant des principes géométriques, il y a des angles qui vont devenir redondants. On va retrouver par exemple plus souvent 45 degrés ou plus souvent 90 degrés que les autres angles. Et du coup, ça donne un graphique comme ce que vous voyez là, avec des pics. Et ces pics qui apparaissent, c'est justement l'emploi d'angles particuliers qui correspondent à des figures géométriques. C'est comme ça qu'on peut commencer à détecter en fait qu'il y a une stratégie d'implantation des monuments entre eux. On a un autre exemple, puisque des archéo-astronomes ont par exemple fait des relevés sur l'orientation des temples en Égypte. Et en faisant ces relevés, ils se sont aperçus qu'il y avait une redondance d'orientation suivant des principes astronomiques qui sont les équinoxes et les solstices,
mais également suivant des principes géométriques. Si on prend le cas de la Bretagne, par exemple, à Carnac, là où il y a les plus grands alignements mégalithiques du monde, on sait que le Soleil va se lever suivant la pente d'un triangle 3, 4, 5, et que les deux levées de lune mineures et majeures vont se lever suivant des principes géométriques que sont le carré et le double carré. Donc l'observation en fait, des angles et aussi en tenant compte de principes astronomiques permet de détecter une tentative de relier l'astronomie avec la géométrie. Et ça donne quelque chose que vous pouvez voir sur l'animation suivante. Le monument ici est orienté sur le lever de soleil, et il se trouve qu'à cet endroit-là, ça correspond à la diagonale d'un double carré qui serait posé sur les axes cardinaux. Voilà ce qu'est l'astrogéométrie. Et c'est comme ça qu'on parvient à déceler, selon les sites qu'on étudie, des angles particuliers. Par exemple, si on prend le cas de l'Égypte, on sait que l'axe solsticial en Égypte correspond à une figure qui est le 8, 15, 17. C'est-à-dire que c'est un triangle de Pythagore, c'est un triangle en nombre entier. Ça fait 28 degrés 07, et en Égypte, au moment du solstice, il y a 4500 ans à 5000 ans, le soleil se levait suivant cet angle d'azimut. La particularité, c'est que ces angles en fait correspondent souvent à des systèmes modulaires, c'est-à-dire qu'on peut les reproduire avec des systèmes modulaires. Ici, avec deux quadruples carrés, on peut reproduire cet angle de 8, 15, 17. Avec deux triples carrés, on peut produire l'angle du triangle 3, 4, 5. Et c'est pour ça qu'on utilise en fait des systèmes modulaires de 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. En les combinant, on parvient à recréer d'autres systèmes modulaires. Venons-en maintenant à l'objectif du défi, comparer 16 monuments mégalithiques avec 16 antennes relais. Est-ce que, avec les 16 antennes relais, je vais pouvoir tracer les mêmes figures géométriques qu'avec les mégalithes? Est-ce que je vais avoir un système modulaire en carré, double carré, triple carré, quadruple carré, et ainsi de suite? Si tel est le cas, alors mes menhirs sont là probablement par hasard, et ce que j'observe, et ce que nous observons, est donc le fruit d'une coïncidence. Mais si j'ai lancé ce défi, c'est parce que j'avais déjà fait l'expérience. Et donc je savais que le résultat allait être positif en faveur des mégalithes. Maintenant, on va le voir en direct, puisque nous allons saisir les coordonnées GPS dans l'outil statistique, et nous allons comparer la probabilité d'obtenir un certain nombre d'angles remarquables, et surtout avec le même niveau de précision. Car vous l'avez compris, ce qui fait la différence, c'est la précision. Si on règle la précision des mesures à 0,5 degrés, on obtient pas mal d'angles, sauf que statistiquement, ça n'a aucune valeur. La probabilité est de l'ordre de 100%. En revanche, si la précision des angles que l'on va mesurer est de l'ordre de 0,02 degrés, alors là, ça se complique énormément. Et si vous trouvez 2, 3, 4, 5 ou 10 angles, alors à ce moment-là, la probabilité d'une telle observation devient improbable, sauf si on a placé les monuments de manière volontaire en fonction de ces principes géométriques. Démonstration, c'est parti. Un tableur avec les coordonnées GPS de toutes les antennes relais, donc 16 antennes. Sur l'autre tableur, vous avez les coordonnées GPS des 16 monuments mégalithiques, menhir et dolmen, dans le même secteur. Nous avons réglé la précision de la mesure des angles entre ces objets à l'identique, plus ou moins 0,01 degré. Hop, voilà, réglage identique. Maintenant, on va regarder le nombre d'angles et on va les sélectionner. Donc, ce qu'on a sélectionné comme angle, c'est des angles simples, 90 degrés, c'est-à-dire est-ouest ou nord-sud, 45 degrés, diagonale d'un carré, puis double carré, triple carré, quadruple carré, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est simple, on ne peut pas dire qu'on sélectionne les figures. Ensuite, on prend les trois premiers angles des triangles de Pythagore en nombre entier.
3, 4, 5 ici, 5, 12, 13, et le 7, 24, 25. Voilà, ce sont donc trois angles simples, c'est pareil, c'est les trois premiers. On fait la même chose avec les monuments mégalithiques ici. Voilà, on a pris les mêmes angles. Et lorsqu'on va voir la probabilité d'obtenir ces angles-là, avec ce niveau de précision, avec les antennes, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucune ici. Absolument aucun angle n'a pu être détecté avec ce niveau de précision. En revanche, avec les menhirs, nous avons 9 angles qui sont donc détectés, ce qui représente une probabilité, avec cette précision, d'une chance sur 851. Je crois que c'est clair. Les mégalithes n'ont probablement pas été disposés au hasard, mais suivant des principes géométriques modulaires simples, tels que les carrés et les triplets pythagoriciens. Les mégalithes et les anciens 1, passés recomposés 0. Nous avons rapidement signalé à l'animateur de la chaîne Passé Recomposé que sa tentative était très approximative et grossière, et celui-ci a été un petit peu vexé. Du coup, il a essayé de faire passer mon travail comme étant approximatif, en prenant des diaporamas et en essayant d'ergoter à la marge sur des approximations, voire en manipulant carrément les chiffres. Vous allez le voir, on va regarder un petit peu ça en détail, parce que c'est assez amusant de voir la malhonnêteté intellectuelle de l'animateur de cette chaîne. Voilà, ici l'animateur de la chaîne Passé Recomposé conteste une diapo que j'ai publiée sur internet où je montre que Notre-Dame est conçue suivant des principes géométriques simples, et notamment que ses proportions sont celles d'un rectangle qui vaut 1 sur le petit côté, c'est la largeur, et sur la longueur qui vaut le nombre d'or au carré, c'est-à-dire 2,618. Vous allez le voir, il s'agit de sa part d'une tentative assez malhonnête de discréditer une observation factuelle que vous pouvez tous faire, bien sûr, et lui, il se contente seulement d'ergoter à la marge, ce qui est assez pathétique, il faut l'admettre. Déjà, dans un premier temps, je tiens à signaler que les dimensions que j'indique, je les ai données avec une marge d'erreur, ce que l'auteur de la chaîne Passé Recomposé n'a pas indiqué. Et oui, parce que mesurer sur un plan, ça reste approximatif. Mais par contre, le rectangle jaune que j'ai tracé ici, je l'ai tracé exactement aux proportions d'un rectangle d'or. Pour ça, il suffit de cliquer dessus sur PowerPoint, vous pouvez aller voir, hop, et vous avez les dimensions du triangle qui sont affichées ici, voilà, au dixième de millimètre près. Évidemment, je pourrais être plus précis, mais l'outil ne permet pas de le faire, en tout cas pas PowerPoint. Et donc si on regarde, lorsqu'on zoome sur l'image, on s'aperçoit que ma ligne jaune, elle est bien tangente aux extrémités du bâtiment ici. Là encore, on est tangent au bâtiment. Là encore, on est tangent aux fondations du bâtiment. Et enfin, tangent à la façade. Donc, si vraiment j'avais triché, je pense que j'aurais pas fait exprès, on peut le dire. Donc vraiment, voilà, c'est une tentative assez malhonnête de l'auteur de faire passer notre travail comme étant approximatif. D'autant plus que il a extrapolé un élément de la conférence, de la vidéo, pardon, parce qu'en fait, dans cette petite vidéo, ce que nous montrons, c'est que l'ensemble de la cathédrale, en fait, Notre-Dame, répond de principes géométriques. Si on l'étudie un petit peu en détail, on s'aperçoit qu'il y a des figures géométriques simples, des modules, qui organisent la structure de ce bâtiment. Donc ça c'est d'une évidence qui n'est pas discutable, et les historiens sérieux savent très bien que ce genre de monuments sont faits suivant des tracés modulaires relativement simples. Ici, c'est encore plus drôle. En fait, je montre qu'à Angkor Wat, la diagonale de ce lac, en fait, est inclinée de 22,6 degrés, qui correspond à l'angle d'un triangle de Pythagore, le 5, 12, 13. Et donc, l'animateur n'a pas compris que c'est la diagonale dont on parle, du lac, mais c'est pas le lac, de par ses proportions, qui présente ces caractéristiques. Et donc, il tente de
faire une estimation approximative, mais qui ne correspond pas du tout à ce qui a été exprimé. Alors, une fois qu'on lui a expliqué, qu'il a compris son erreur, alors il tente de revenir en disant que ça ne fonctionne pas. Mais là encore, l'animateur de la chaîne passée recomposée n'a pas compris. 5, 12, 13, ce ne sont pas des distances, c'est un rapport de proportion. C'est-à-dire que nous avons un triangle rectangle 5, 12, 13 en nombre entier, et lui, il indique 12,19, 13,17. Mais en fait, il aurait pu mettre 12,01 et 13,03. Simplement ici, il tente de manipuler les données en faisant croire au spectateur qu'il s'agit de longueur, alors qu'il s'agit de proportions. Les proportions 13, 17, 12, 19, c'est à peu près les mêmes que 12 et 13. Voilà, et si vous voulez vérifier précisément, vous allez sur Google Earth et vous tracez la diagonale de ce lac et vous verrez qu'elle fait 22,6 degrés, plus ou moins 0,05 degrés, c'est-à-dire qu'elle fait bien l'angle du fameux triangle de Pythagore de 5, 12, 13. En fait, cet animateur utilise toujours des techniques de manipulation, d'un audimat assez crédule. Il sait très bien ce qu'il fait, et il tente de manipuler les chiffres un petit peu comme le font les médias régulièrement à la télévision, avec les sondages, avec tout un tas de données qui peuvent être publiées dans les grands médias mainstream, et qui en fait, lorsqu'on l'étudie en étant au fait des choses, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent de manipulation des données. Allez, pour finir, une petite dernière sur Encorvat, où l'animateur ergote à la marge pour quelques centièmes de degrés. Voilà, lui il a tenté de faire la mesure, il n'a pas trouvé tout à fait le même angle, mais moi je vous invite à aller faire la mesure sur Google Earth. Vous allez voir que on a bien un angle de 22,63 degrés et plus ou moins quelques broutilles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la vidéo complète que j'ai fait sur Encorvat, où je montre comment Encorvat a été organisé d'un point de vue géométrique, avec un système modulaire extrêmement simple. Et ma foi, c'est quand même pas compliqué à comprendre, mais c'est extrêmement dérangeant parce que ça suppose des compétences d'arpentage qui sont tout de même assez élaborées. Et surtout, c'est des principes qui dérangent énormément ces gens-là, puisque ces principes semblent provenir du fond des âges et s'être propagés sur le globe entier, avec également des unités de mesure tout à fait anachroniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dérange, parce qu'on bouscule complètement les fondations de l'histoire. Et enfin, pour finir, si vous voulez, il y a une dernière chose amusante, c'est quand même l'animateur de la chaîne passée recomposée qui pense qu'on peut tirer des blocs de 2 tonnes avec 10 ouvriers. Or, tous les calculs sérieux que nous avons effectués ont montré qu'il en faut au moins 20. Et en plus, cet animateur, il a oublié quand même qu'il y avait seulement 2 millions de blocs de 2 tonnes, ça fait 4 millions de tonnes pour la grande pyramide, alors qu'en fait, il y a 6 500 000 tonnes. Il a juste oublié 40% de la masse de la pyramide. Et il n'a pas tenu compte de tout un tas de paramètres tels que le nombre de jours de repos que font les Égyptiens. Les Égyptiens n'ont jamais travaillé tous les jours. Et puis il nous montre également une pyramide qui serait remplie de gravats, oubliant qu'à l'intérieur il y a quand même des chambres hautes, des couloirs, des conduits dits d'aération entre guillemets. Donc si c'était des gravats, la pyramide, je pense que c'est vraiment se moquer du monde que de présenter les choses comme ça. Enfin voilà, vous l'avez compris, l'animateur de la chaîne passée recomposée n'est pas du tout quelqu'un qui fait un travail honnête, c'est quelqu'un qui est dérangé par les découvertes qui bousculent une vision traditionnelle de l'histoire. Donc nous avons bien affaire à quelqu'un de pas honnête sur le plan intellectuel, et je pense qu'il fallait répondre, histoire de montrer un petit peu comment cet animateur manipule les données. Et puis ça valait le coup de vous montrer justement qu'il est tombé dans le piège lorsque je lui ai lancé le défi avec des antennes relais. Je savais qu'il allait relever le défi et il l'a fait, et il est tombé dans le panneau puisqu'il a fait une simulation très grossière, et lorsqu'on fait la réponse avec l'outil statistique, eh bien ça nous permet de démontrer clairement que les mégalithes n'ont pas été implantés au hasard. Bref, voilà, l'objectif est rempli, c'était
de l'amener à faire cette tentative bancale. Voilà, ce fut ma foi fort amusant. J'ai mis un petit moment à faire la petite vidéo parce que j'étais pas pressé, j'avais d'autres choses à faire. Mais je l'avais préparé tranquillement et je l'ai terminé ces jours-ci. Voilà, j'espère que ce moment pédagogique vous a plu et vous aura même amusé un petit peu. Et je vous donne rendez-vous pour bien d'autres choses dans les semaines et les mois à venir. Merci et à bientôt.